Yorana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. La fin de l'année scolaire représente souvent une période de stress à cause des examens à partir du collège. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils pour bien vous préparer à cette période charnière de votre vie avec des expertes en la matière. On commence avec Nathalie Novelli, inspectrice et chef du DOI, le département de l'orientation et de l'insertion. Yorana, Marina Demois-Schneider, vice-présidente formation et vie universitaire. bonjour. Marlène Ngolo, proviseur adjoint du lycée professionnel de Mahina. Yorana, Heitiare Sen, responsable pédagogique du centre de soutien scolaire SoSchool. Bonjour. Et on va rentrer dans le vif du sujet directement avec Nathalie. Le sujet des examens, c'est la pire période de l'année pour les élèves et les étudiants. Je ne vais pas dire que c'est forcément la pire période, c'est peut-être même plutôt un moment de délivrance en quelque sorte, parce que derrière, c'est soit une poursuite d'études, soit une insertion professionnelle. Certes, il y a du stress pour tout le monde, hein, autant pour nos élèves que pour les parents, pour les enseignants, pour tout chef d'établissement et l'université également, parce que en quelque sorte, c'est aussi le résultat d'un travail de plusieurs années et amener nos élèves vers une qualification, c'est essentiel. Le contrôle continu permet-il d'alléger un petit peu cette période de stress? Alors, le contrôle continu va nous permettre, certes, d'alléger le stress, étant donné qu'on a l'habitude d'être évalué tout au long de l'année, mais ça va également permettre à l'élève de bien comprendre où il en est par rapport aux attendus, et puis les professeurs en termes d'accompagnement pour justement ajuster au mieux les connaissances et compétences. Est-ce que ça se passe de la même manière, Marlène, dans un lycée professionnel sur le même modèle qu'un lycée classique? alors le lycée professionnel, le public accueilli est particulier. Donc on va dire c'est un public qui est présent là dans l'optique de se former et d'insérer le champ du travail, soit de poursuite d'études Parcoursup, et c'est un public qui est parfois beaucoup plus fragilisé. Donc le rôle de nos équipes, c'est d'avoir un accompagnement de proximité, aussi bien au niveau de la vie scolaire que des enseignants, et surtout un accompagnement bienveillant, sachant qu'il faut rassurer nos élèves au quotidien et leur montrer qu'ils sont capables, puisque certains d'entre eux doutent de leur capacité. Et notre rôle aussi en tant qu'éducateur, c'est d'accompagner le jeune vers son but, mais de l'accompagner de manière bienveillante et en lui faisant prendre conscience qu'il en est capable. Parce est-ce qu'il y a plus d'examens, concrets, différents des lycées classiques? Alors, à la différence du lycée classique, en lycée professionnel, le calendrier est beaucoup plus, je ne vais pas dire léger, mais tronqué, puisque nos élèves ont des périodes de PFMP. Le PFMP, C'est quoi le... ce sont des périodes de formation en milieu professionnel. D'accord. Donc, par exemple, pour un élève de Bac Pro, vous avez 22 semaines sur 3 ans. Donc, vous calculez sur un an, ça fait 7 semaines de cours classiques en moins. Et parfois, lorsque ces élèves-là partent en PFMP, il faut les remobiliser au retour dans l'établissement, les remobiliser pour se recentrer sur les apprentissages théoriques. Voilà, donc le rôle des équipes aussi est là pour recoacher, enfin faire un peu du coaching, et surtout pour éviter le décrochage et la démotivation des élèves. Et justement, comment vous faites pour rebooster les élèves, faire en sorte qu'ils ne stressent pas pendant ces périodes-là? Alors, comment faisons-nous? Alors, ça n'est pas une démarche individuelle. Quand nous avons, comme dans chaque établissement, des professeurs principaux. Et les équipes sont là pour repérer. Donc, il y a un repérage en amont, il y a un repérage aussi de nos équipes vie scolaire. Et lorsque l'on sent, puisque il y a une sensibilité du monde éducatif, que les élèves sont, on va dire, ont un coup de mou, voilà, on les reçoit, on les accompagne. Nous avons aussi des collaborateurs de proximité au sein de l'établissement, à savoir, tout à l'heure nous parlions de PsyEN, la psychologue éducation nationale, qui est là aussi pour faire un point avec les élèves. Nous avons également le personnel médico-social, que ce soit l'infirmière au sein de l'établissement ou l'assistance sociale, qui peut permettre aussi d'accompagner l'élève et les familles, justement, pour éviter ce décrochage et pour remotiver. Et comment ça se passe du côté de l'université, Marina? Est-ce que vous aussi, vous reboostez, remobilisez vos équipes? Alors, les étudiants, oui, on fait le maximum pour pouvoir les mobiliser déjà et puis les garder attentifs pendant tout le semestre, puisque nous aussi, on fonctionne
en système de contrôle continu. Donc, il y a plusieurs examens tout au long du semestre. Alors, bien sûr, la fin du semestre est un petit peu plus chargée, donc génératrice de stress. Donc, nous, on accompagne nos étudiants aussi en fonction de leurs besoins, c'est-à-dire qu'on propose des séances de soutien, des séances de tutorat. Alors, le soutien, c'est assuré par des enseignants et le tutorat est assuré par des étudiants de troisième année et des étudiants de master sur la base du volontariat. C'est-à-dire que les étudiants qui en ressentent le besoin peuvent avoir un accompagnement par des enseignants et par d'autres étudiants sur certaines disciplines sur lesquelles ils se sentent plus fragiles. Et enfin, Haïtiaré, pour terminer notre tour de table, comment ça se passe aussi pour vos centres d'accompagnement, cette période dans un centre de soutien scolaire, pardon? Alors, c'est la période où on dirait que je reçois le plus d'enfants, Mhm. parce que bien souvent, au début d'année, bon, le centre, il est assez rempli, mais pas autant qu'en fin d'année, où les parents, on sent clairement ils veulent booster leurs enfants avant la période des examens. Et durant cette période, du coup, on propose des stages pour rassurer les enfants, on leur dit, voilà, concrètement, voilà ce qui va se passer. Si vous savez ce qui se passe, vous n'aurez pas peur. Mais est-ce que Voilà. c'est efficace? Est-ce qu'il ne faut pas être présent tout au long de l'année? C'est sûr que ce serait plus efficace s'ils pouvaient venir tout au long de l'année, mais on est conscient également qu'un centre de soutien scolaire, c'est un budget, c'est un coût. C'est pas une chose que tous les parents peuvent se permettre. De même, la localisation par rapport à où se trouvent les établissements et où le centre se trouve, c'est pas évident pour le parent d'emmener l'enfant ou est-ce que l'enfant peut venir seul, surtout au centre-ville avec malheureusement la La présence des circulation, SDF. ouais. Je vais pas vous mentir, ça rassure pas forcément les enfants et aussi bien sûr la circulation. Voilà. Mais oui, la fin d'année, c'est une période qui est extrêmement chargée pour les centres de soutien scolaire en général. Nathalie, quelle est l'importance de l'environnement de travail? Parce on en parle finalement peu, j'ai l'impression. Alors, on en parle beaucoup dans les établissements scolaires, notamment parce que quand on fait le point avec chaque élève par le biais des professeurs principaux, on essaye de mieux appréhender le contexte de vie de nos élèves et qu'est-ce que l'école peut encore apporter pour justement aider au mieux tous ces élèves. Certains, comme tu le disais, vont pouvoir bénéficier du soutien que tu proposes. Il y a un coût. Nous, dans nos établissements scolaires, on fait en sorte d'offrir des services gratuitement parce que nous avons tout de même pleinement conscience que pour certains de nos élèves, c'est compliqué. Et on comprend également les parents parce que parfois, quand on est nombreux dans une maison, il y a beaucoup de bruit et c'est compliqué pour nos élèves de pouvoir réviser. Donc là, on fait en sorte dans les établissements de préparer des semaines de révision, des temps spécifiques au moment des déjeuners ou en fin de cours. Et en tout cas, ça porte ses fruits. Et si on voulait parler des internes, on pourrait encore dire bien plus de choses justement par rapport à cet accompagnement, parce que ça aussi, demander un internat, ça fait peur, mais derrière, il y a tout un accompagnement qui est très intéressant. On va y revenir juste après, mais avant, c'est quoi concrètement un bon plan de travail? Est-ce que, j'exagère, hein, ne vous inquiétez pas, est-ce que je peux réviser dans mon canapé, devant la télé, ou est-ce qu'il faut que je sois sur une chaise en ciment, sur ma table en ciment, ou est-ce que je peux pas avoir un petit peu des deux? Alors, il faut du confort. Le confort, c'est celui qu'on veut se donner parce que parfois, on a des élèves qui adorent apprendre allongés ou assis dans un fauteuil tout au fond. Faut pas oublier qu'on est dans un contexte qui va pas se reproduire au moment de l'examen. Donc, à l'examen, on va pas être allongé. Donc, on n'appréhende pas de la même manière les notions, on les enregistre pas de la même manière. Donc, il faut un minima avoir un espace clair autour de nous pour justement travailler au mieux. Mais nous avons des élèves qui aiment avoir plein de livres autour d'eux, plein de petits bonbons, etc., parce que ça les rassure. Ça, écoute, il y a quelques-uns qui ont cette façon d'apprendre, mais la plupart, c'est plutôt un espace clair. Marina, est-ce que c'est un petit peu la même chose avec les étudiants universitaires? Alors, ça dépend aussi des étudiants. Alors, certains vont justement avoir besoin d'un espace calme ou clos, ou d'être seuls pour travailler. D'autres vont préférer travailler en groupe. D'autres vont avoir besoin de musique. D'autres vont avoir besoin d'un environnement. Il y en a qui aiment avoir du monde autour d'eux. Donc, on offre aussi, nous, des espaces de travail collaboratif pour les étudiants qui veulent travailler en groupe, qui veulent réviser en groupe, parce que
on peut très bien réviser en groupe. Quelquefois, ça permet justement de mieux intégrer ou de comprendre les choses différemment. Et puis, il y a aussi la possibilité de travailler en salle informatique, il y a la possibilité de travailler à la bibliothèque. Donc, chaque étudiant va trouver sa zone de confort pour réviser le mieux possible. Alors, quand on est étudiant à l'université, on est plus autonome, donc c'est parfois difficile d'avoir une hygiène de vie, bien manger, bien dormir. Est-ce qu'on peut rappeler que c'est important? Alors, bien sûr, c'est très important. Après, c'est vrai que pour réviser, pour avoir les pleines capacités de révision et de travail, il vaut mieux avoir bien dormi la nuit. Je suis pas sûre que faire une nuit blanche avant un examen, ce soit réellement efficace. Il vaut mieux avoir travaillé régulièrement. Alors ça, c'est toujours un conseil qu'on donne, mais il vaut mieux avoir travaillé régulièrement et puis savoir doser son effort parce que en fin d'année ou en fin de semestre à l'université, puisque l'année est découpée en 2 semestres, il y a plus d'épreuves que sur le semestre. Donc forcément, il faut doser son effort pour ne pas arriver le jour de l'examen et complètement ne pas réussir son examen parce qu'on est trop fatigué. Alors, un autre cas dont on a parlé un petit peu plus tôt, Marlène, c'est celui des internes. Comment est-ce que le corps enseignant permet d'accompagner au mieux les internes? Alors, les internes, sans le stigmatiser, c'est un public particulier, les familles sont éloignées, etc. Donc, dans chaque établissement, je ne parle pas uniquement pour le lycée de Maïna, il y a un environnement sécure qui est créé avec des équipes présentes, donc ce soit les maîtres d'internat, les CPE. Et depuis cette année, il y a un dispositif éducation nationale qui est mis en place, en l'occurrence le pacte, qui permet d'optimiser la présence des moyens humains sur place pour accompagner les internes. Alors l'accompagnement ne se fait pas uniquement dans le cadre de l'aide aux devoirs, mais également, ce qui est important et ça a été l'un des points d'exergue de Monsieur le ministre en début d'année, c'est le bien-être de nos élèves. Donc le bien-être de nos élèves passe par, je vais utiliser un terme latin, le mens sana in corpore sano, donc l'esprit sain dans le corps sain. Donc donner la possibilité à nos élèves d'être bien dans leur corps, puisque c'est dans leur corps et d'avoir une image positive d'eux-mêmes, afin de leur permettre justement d'être disposés à s'impliquer davantage dans les apprentissages. Donc nos équipes sont là le soir, nos CPE que je salue au passage sont également là. Nous sommes là aussi en tant que personnel d'encadrement, en direction au quotidien pour justement amener nos jeunes vers la réussite. Et Thierry, dans votre centre de soutien scolaire, vous êtes aussi sur la même optique? Oui, totalement. Un enfant, quand il est mis à l'examen, il est évalué et quelque chose que l'on remarque dans les centres, c'est qu'ils aiment bien se comparer. Bon, c'est une chose du coup que à l'école c'est c'est pas le but, mais c'est pour que chacun puisse s'élever. Mais malheureusement, les enfants, ils le prennent comme quelque chose, comme une infériorité. Ils se sentent démoralisés, démotivés, et c'est aussi quelque chose que dans le centre, on priorise fortement, comme du coup dans les lycées professionnels, il faut absolument remotiver l'enfant pour qu'il puisse se sentir avec une valeur, parce qu'ils l'ont tous, et surtout aux examens oraux, où ils sont face à un jury, ils sont littéralement jugés en même temps, et on leur met dans ces conditions-là pour qu'on puisse leur montrer, vous êtes bien, tout va bien, n'ayez pas peur. Voilà. Nathalie, on vient d'en parler un petit peu des différents éléments pour accompagner les enfants, les élèves, pardon. Est-ce que les parents ont aussi un rôle important? Oui, les parents ont un rôle très, très important. Très souvent, on peut être angoissé parce que on est très marqué par la note, ce que tu disais, hein, la note ne fait pas tout, bien entendu. Je parle toujours de connaissances et de compétences parce que je pense que c'est un incontournable. On peut avoir des connaissances et des compétences et pas forcément des résultats scolaires extraordinaires, mais ce qui est important, c'est d'avoir ces connaissances et compétences et de savoir les utiliser. Et donc, les parents, il y a un conseil qu'on peut donner, mais pour toute la scolarité et voire même pour tout autre sujet, c'est que quand un enfant rentre de l'école, c'est pas quelle note tu as eue, mais comment s'est passée ta journée. Et à partir de ce moment-là, on peut justement débloquer quelques situations complexes parce que nous avons des élèves qui parfois ne sont pas à l'aise avec certaines disciplines et on peut très vite détricoter le problème
et puis faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise. C'est d'ailleurs aussi des conseils que les psychologues de l'éducation nationale, au Centre d'information et d'orientation ici à Pirée, donnent aux élèves, notamment la pleine conscience, la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que ce sont des temps de respiration qui nous permettent de nous détendre face à un examen ou à un entretien, par exemple. Et justement, ça nous permet d'être plus à l'aise et se libérer et de mettre en valeur les connaissances et compétences acquises. Alors, on va passer au conseil concret puisqu'on y est, hein. On continue avec toi, Nathalie. Quelles sont les méthodes de révision disponibles? Alors, on a plusieurs outils, hein, donc les annales, vous en trouvez un peu partout. Souvent, on nous dit les années antérieures, ça sert à rien. Non, ça a une grande utilité parce que justement, on va s'entraîner à organiser ses réponses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a souvent des élèves qui répondent simplement à la question. Ils ne savent pas mettre une introduction, en tout cas un développement et une conclusion. Malgré tous les rappels des professeurs, je regarde ma voisine parce que ça, c'est ce qu'on dit régulièrement à nos élèves. Et donc, le fait de préparer ces annales, ça prépare aussi la méthode de réponse attendue. C'est pas juste oui, non, c'est je développe un petit peu ma réponse. Alors, sur ce que tu viens de dire, on a parfois accès au questionnaire des années précédentes. S'entraîner sur d'anciens sujets d'examen, c'est efficace? Et bien sûr, c'est efficace parce que justement, ça reprend les connaissances et justement les compétences qu'on a développées tout au long de l'année. Bien entendu, les sujets ne seront pas similaires d'une année à une autre, mais en tout cas, ça nous permet de préparer convenablement des réponses qui pourraient être attendues dans le cadre d'un examen. Marina, est-ce qu'on se prépare de la même manière lors d'un examen oral ou écrit? Non, je pense que la manière de se préparer est différente parce que justement, un oral, tu disais, on est face à un professeur ou face à plusieurs professeurs, donc on est jugé sur la façon dont on va pouvoir s'exprimer à l'oral. Certains sont plus ou moins à l'aise dans l'expression orale, mais c'est pareil, hein, ce sont des compétences qui s'acquièrent. Et je pense que pour se préparer à l'oral, on doit s'entraîner d'abord tout seul et puis ensuite s'entraîner face à nos camarades, à nos parents, à nos frères et sœurs, pour justement acquérir cette assurance peut-être quand il en manque. Voilà, il y a l'écrit, l'écrit c'est s'entraîner aussi à rédiger, comme tu le disais Nathalie. Voilà, c'est important de pouvoir s'entraîner. Moi, je pense que c'est une des clés du succès, s'entraîner. Justement, Heitiare, en s'entraînant, on trouve parfois des méthodes. On a les fiches de synthèse, on a le mind map, les flashcards. Est-ce que ce sont des outils, des méthodes qui peuvent être utiles et efficaces? Oui, c'est totalement efficace. Si c'est utilisé, ça marche. Et il faudrait le faire toute l'année pour éviter justement, comme il a été dit, que la charge de travail ne soit excessive en fin d'année. Et ces méthodes-là, par exemple pour l'écrit et pour l'oral, vu que ce sont des compétences totalement différentes qui sont évaluées, et pour l'oral, il faut vraiment s'entraîner, il faut le parler, il faut se voir pour, analyser sa posture, son éloquence, tout ça. Et l'écrit, comme il a été dit, il y a des méthodes bien spécifiques. C'est pour ça que les annales sont importantes. Elles sont importantes, ce sont des compétences qui sont réutilisées encore. Les connaissances ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas dites de la même manière, et ça reste la même chose. Ces choses-là doivent être entraînées tout au long de l'année. Marlène, c'est quelque chose qui se voit très certainement entre les internes. L'entraide étudiant, est-ce que c'est efficace, c'est utile? Oui, il existe une solidarité effective entre les étudiants. Et là, je tenais à revenir sur certains paramètres. La méthodologie, ce que l'on transmet à nos élèves, je vais faire une comparaison dans le cadre des futurs JO. C'est de l'endurance, c'est un travail d'endurance. Méthodologie, ça n'est pas l'année du bac que l'on intègre la méthodologie. Dès la seconde, on inculque, on sème les graines de la méthodologie. D'accord ? Arrivé en terminale, c'est la dernière ligne droite, comme je dis aux élèves, le sprint final. Voilà, avec tout ce que l'on doit apporter en plus. Au sein des établissements scolaires, ce que l'on met en place sont des modules de révision. Alors, pour chaque classe, en fonction des spécialités, etc., qui permettent justement de remobiliser pour le sprint final nos élèves. Donc, souvent, elles sont organisées au mois de juin, 2 semaines avant les examens, les épreuves écrites. Au niveau des épreuves orales, il y a aussi un travail qui est mis en place en parallèle avec les enseignants.
Ça, ce sont des choses qui se font dans le cadre du contrôle continu et qui se font tout au long de l'année. Mais voilà, il est important, il y a vraiment 2 phases. Il y a l'endurance et le sprint de finale. Alors, à contrario de l'endurance, je me souviens de mes années d'études où certains faisaient exactement l'inverse, Nathalie. Ils faisaient des nuits blanches de révision la veille de l'examen. Est-ce que c'est utile? Alors, pour certains, ça va certainement fonctionner. Parce que tu vas me dire, mais moi j'ai un camarade qui a réussi, etc. Non, moi je donnerais un conseil, c'est que la veille, on se détend. On fait autre chose. On relit avant de se coucher ses dernières fiches et c'est tout. Certains passent des nuits blanches, mais il ne faut pas oublier que le lendemain matin, on n'est pas forcément très très clair. Et donc, à un moment, on a oublié ce qu'on a pu réviser dans la nuit. Ou on arrive à mobiliser facilement sa mémoire à court terme, parce que là aussi, on a une mémoire à court terme, à moyen terme, à long terme. Et là, on joue que sur la partie court terme, mais qui ne va pas forcément apporter une grande analyse face à des questions où on a besoin de compréhension plus fine. Alors, je donne un conseil. La veille, on se détend. On fait quelque chose qui nous plaît. On respire. On respire. On fait du sport peut-être un petit peu? Un petit peu. De la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on apprend à respirer et à se détendre. Et puis, ça, il faudrait le faire tous les jours. Pas que la veille. Mais tous les jours, vous verrez, on vit très bien. Et puis surtout, du fait qu'on va faire quelque chose qui va nous plaire, ben, ça va nous détendre déjà. On passe un temps avec ses amis ou sa famille. Et puis, les fiches de révision, parce que ça aussi, parfois, on nous dit « Ah, ça sert à rien ». Quelques fiches de révision avec quelques titres et de notions, c'est toujours très, très bien. Et puis surtout, si on fait ça régulièrement, on évite la bousculade en fin d'année, c'est-à-dire le sprint. Et ben, parfois, le sprint, on se foule ou quoi que ce soit. Et ben, là, c'est un peu la même chose. Et Marina, est-ce qu'on coupe les distractions, le téléphone? Non, on va pas couper les distractions, justement. Je pense que c'est important. Après, je veux dire surtout le téléphone, excuse-moi. Alors, le téléphone, alors peut-être, je suis pas sûre que ce soit les étudiants qui soient les plus touchés par le téléphone. Je pense que justement au collège et au lycée, le téléphone est peut-être plus prégnant. À l'université, bon, les étudiants sont un peu plus autonomes, donc on va pas leur couper le téléphone. Au contraire, par contre, au moment des examens, les téléphones doivent être éteints. Voilà, pas d'objets connectés. Voilà, ça ils le savent. Donc après, s'ils ont besoin de leur téléphone pour être sur les réseaux sociaux en amont, et si ça les distrait, pourquoi pas. Mais bon, je pense pas qu'à l'université, on puisse couper le téléphone. Marlène, est-ce que tu as des méthodes d'apprentissage, de mémorisation? Parce que j'en ai sélectionné quelques-unes très rapidement, comme la loi de Pareto, par exemple, qui dit qu'il faut apprendre 80% de toute sa leçon en retenant que 20%. Est-ce que tu as d'autres méthodes, toi? Je vais pas avoir cette prétention, pas d'autres méthodes, mais bon, je vais parler du cas de notre établissement. Depuis cette année, nous avons mis en place, on va dire, une sonnerie musicale qui permet d'apaiser le climat scolaire et qui a aussi un impact sur, on va dire, le comportement, le bien-être de nos élèves. Donc, comme dit le proverbe, la musique adoucit les mœurs. Donc ça, c'est une chose. L'utilisation, par exemple, des casques phoniques est autorisée. Certains élèves préfèrent s'isoler pour faire une sorte d'introspection et leur permettre justement d'être beaucoup plus serein la veille d'un examen. Ce que l'on met en place aussi, bon là c'est davantage au niveau de la logistique. Par exemple, nos étudiants et nos élèves ici sur le Fénois passent leurs examens très tôt, à 6h du matin, alors que parfois en métropole, voilà. Donc, pour justement éviter le stress du matin, se lever à 4h, 3h, voilà. Nous accueillons, s'ils le souhaitent, nos étudiants ou les futurs candidats bacheliers à l'internat, sous réserve qu'il y ait de la place, la veille justement des épreuves très matinales. Comme ça, le jour de l'épreuve, on sait déjà que les jeunes ont eu un repas équilibré, qui se sont couchés à un horaire correct, puisque les MI sont là pour surveiller, et que le lendemain, normalement, ils sont tous frais comme pour entamer leur journée d'examen. D'accord, donc ça évite d'avoir justement, comme tu disais, de devoir par exemple mettre son réveil plus tôt pour être sûr de ne pas arriver en retard. Aucun stress supplémentaire. Et je voudrais insister aussi sur, tout à l'heure, nous parlions du stress, de l'anxiété.
le stress et l'anxiété sont des facteurs contagieux. Donc, c'est vrai que si on demande aux candidats de se détendre la veille d'un examen, on demande aussi à la famille d'avoir cette même démarche et de ne pas mettre la pression, enfin de manière très informelle, hein, parce que bon, on sait souvent, parfois le jeune, moi j'ai eu des jeunes qui me disaient, oui, mais moi je dois réussir pour faire plaisir à mes parents, je ne peux pas échouer. Voilà. Et c'est vrai que c'est une pression supplémentaire qui est tout à fait légitime, hein. Moi je suis parent d'anciens bacheliers, mais faire comprendre aussi aux familles que leur comportement impacte aussi sur leurs enfants. Hey Thierry, un dernier conseil pour terminer notre émission après tout ce qui vient d'être dit. Un dernier conseil, respirez, tout va bien. Préparez-vous, si vous êtes prêts, tout ira bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de partager cette émission sur les réseaux sociaux pour pouvoir aider les étudiants que vous connaissez. Vous avez aussi le super site de la direction de l'éducation et des enseignements que j'ai pu voir avant de faire cette émission. C'est www.education.pf. Vous cherchez justement, il y a des annales sur ce site. Et puis, faitoito à toutes et à tous pour les examens. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec tout de suite votre VA, votre journal en tahitien. Maururu itotato farerir a trahuma parhen.